Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je démarre une nouvelle série avec vous, une série qui va être dédiée à l'outil Enneagram, qui est un fabuleux outil qui permet de se connaître soi-même et bien sûr de connaître les autres également. Mais d'abord, la première chose, comme d'habitude, je vous invite à vous munir de votre cahier ou votre carnet de coaching, de prendre le temps de vous installer confortablement dans un lieu où vous serez tranquille, pas dérangé, avec une boisson chaude ou froide à votre convenance. Voilà, que vous soyez vraiment dans le confort maximum pour pouvoir écouter cette vidéo. Donc, je parlais de l'énéagramme. La série va y être donc consacrée. L'énéagramme, personnellement, je l'ai rencontré dans les années 2010, exactement c'était 2009, puisque je me suis adressé moi-même à un coach de vie, parce qu'à ce moment-là, j'estimais que la meilleure approche qui pouvait me convenir, c'était le coaching de vie. Donc je me suis adressé à ce professionnel, et ce professionnel, parmi les outils qu'il utilisait, il utilisait l'énéagramme. Et donc, cela a été ma première rencontre avec l'énéagramme. L'énéagramme, ça se présente donc comme un cercle avec un triangle qui traverse le cercle et des flèches directionnelles. Il y a 9 types de personnalités qui sont identifiés dans l'énéagramme. Et donc, du chiffre 1 au 9, ces chiffres-là donc sont disposés sur le cercle. Il y a donc, comme je disais, un triangle au milieu de ce cercle, on va dire, et des directions. Alors, ce qui est intéressant, je vais prendre un exemple concret pour illustrer mon propos. Je prends l'exemple du type 1, qui s'appelle également le perfectionniste. Donc, le type 1, il est sur le cercle entre le 2, qui est le profil de l'altruiste, et le 9, qui est le profil du médiateur. Mais il est également avec des flèches en interaction avec le profil 7, qui est celui de l'épicurien, et avec le profil 4, qui est celui du romantique. Alors ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est d'abord que on parle bien sûr de profil de base, mais également de configuration de personnalité. Parce que vous voyez bien qu'avec l'exemple que je viens de vous donner, il y a des interactions avec d'autres profils. Et c'est ça qui est justement très intéressant avec l'énéagramme, parce que finalement, on peut prendre 4 personnes ou 5 personnes qui ont le profil 1, et bien, avec les interactions qu'elles auront dans leur histoire de vie, leur personnalité, leur comportement, etc., eh bien, il y aura des différences. C'est ça qui est fabuleux. C'est pas un profil finalement, c'est pas un outil de profil entre guillemets limitant. Au contraire, il est ouvert sur plein de possibilités. Alors, ce qui est également intéressant à souligner, c'est que c'est un outil qui existe depuis très longtemps. Et dans certains ouvrages, on dit qu'il remonte même à l'époque des soufis. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et il a été après étudié, repris, enrichi, etc., etc. Il y a plusieurs écoles, hein, quand on regarde. Il y a une école qui est plutôt sur la tradition orale, et une autre école qui va être plutôt sur quelque chose où il y a des supports écrits, etc. Donc c'est vraiment un outil qui a beaucoup d'histoire derrière lui, et c'est pour ça que je disais que personnellement je le trouve plutôt fabuleux. Alors bien sûr il y a d'autres approches de personnalité. Pour ceux qui connaissent la process communication, le MBTI de Carl Gustav Jung, inspiré de Carl Gustav Jung, pardon, puisque c'est Myers-Briggs qui l'ont développé. Il y en a d'autres, ok. En fait, là, le souci n'est pas tellement de les comparer. Par contre, ce qui est vraiment intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Puisque ces 9 profils, en fait, il y a des triades, si vous voulez. Des triades, c'est-à-dire que le 1, 9, 8 forment une triade. Le 2, 3, 4 forment une deuxième triade. Et le 5, 6, 7 forment une troisième triade. Pourquoi des triades? Parce que il y a des centres pour chaque triade. Le centre 1
9, 8, c'est celui de l'instinct. Guts, on dit en anglais, les tripes. C'est-à-dire que les profils 1, 9 et 8, leur moteur, c'est l'instinct, l'instinctif. Alors je peux l'illustrer, puisque moi je suis profil 8. Je peux l'illustrer tout de suite pour que ce soit concret pour vous. Et c'est pas de la théorie, en fait. Voilà. Quand il y a eu le confinement en 2020, tous les praticiens étaient, on va dire, interdits de rencontres avec le public. Tout le monde, enfin tous ceux qui étaient en contact avec des personnes, on était confinés, donc plus de clients, dit clairement plus de clients. Comme j'ai le profil 8, eh bien j'ai pas réfléchi des heures. Hein. Très vite, j'ai dit, il faut agir, il faut faire quelque chose. J'ai pas été le seul à raisonner comme ça. Mais moi, j'ai bien vu que c'était l'instinct qui a dominé. Comment je fais pour continuer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé comment travailler en ligne. Et aujourd'hui, le Covid est un peu éloigné, mais je travaille toujours en ligne. J'ai pas changé d'avis. Mais à l'époque, j'ai vraiment été dans l'instinct. C'est-à-dire, j'ai pas réfléchi des heures. Comment je vais faire analyse? Non, j'ai dit, on peut travailler autrement? Ok, ben je travaille autrement. Vous voyez? Ça, c'est le centre instinctif. Pour le 1, pour le 9 et pour le 8. Ils sont situés comme ça en haut du cercle. La deuxième triade, le 2, 3, 4, ce n'est pas l'instinct qui est le moteur, mais l'émotionnel. Le 2, c'est l'altruiste, le 3, c'est le battant, le 4, c'est le romantique. Eh bien, le cœur du réacteur, entre guillemets, c'est l'émotionnel. C'est comme ça que ces personnes agissent. Par leur filtre, on va dire, c'est l'émotionnel. La troisième triade, 5, 6, 7. Le 5, c'est l'observateur. Le 6, c'est le loyal, qu'on appelle aussi le loyaliste. Et le 7, l'épicurien. Pour ces trois-là, pour cette triade-là, le moteur, le cœur du réacteur, comme je disais, c'est le mental. Alors vous voyez, c'est quand même super intéressant de se rendre compte qu'il y a 9 profils de personnalité, il y a 3 triades, et pour chaque triade, on voit que les cœurs de réacteurs sont différents. L'instinct, l'émotion ou le mental. Donc, quand je travaille avec des clientes, la première chose que je repère, c'est est-ce que vous êtes dans le mental, dans l'instinctif ou dans l'émotionnel? Déjà, ça permet effectivement de voir quel est le cœur du réacteur dominant de la personne que je rencontre. Mais pas, on ne s'arrête pas là avec l'énéagramme. C'est comme une poupée chinoise, ça s'emboîte. C'est l'image qui me vient là en parlant. Parce que la deuxième porte d'entrée pour chaque triade, c'est une émotion particulière dominante. Pour le 1, le 9 et le 8, eh bien, l'émotion dominante, c'est la colère. Alors, je reste sur l'exemple du 8, puisque c'est mon profil. Pour le 8, la colère, elle est exprimée. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça date de Mathusalem, hein, c'est un peu vieux. Donc, j'étais pas mal plus jeune. Et un jour, j'avais une voiture bien pourrie, une Ami 6, je crois que c'était une Ami 6 couleur genre crème. Et je l'amène chez un garagiste, donc à Toulouse, hein, pas loin de la place Saint-Aubin. J'amène la voiture qui était pas loin de l'état d'épave, mais elle roulait. Bon, à cette époque, c'était un peu moins compliqué qu'avec les contrôles techniques d'aujourd'hui. Je l'amène chez un garagiste en lui disant, bon, elle démarre plus la voiture, est-ce que vous pouvez trouver voilà, la solution, etc. Alors je la laisse quelques jours, je ne me rappelle plus exactement. Je reviens le jour J pour la récupérer. La voiture, il m'avait tout démonté, le garagiste. J'ai dit, mais c'est quoi ce bazar? Ah, il me dit, votre voiture, je suis désolé, mais vraiment, il y avait trop de choses à faire. Il m'avait carrément démonté la voiture. Enfin, j'exagère pas beaucoup. Je suis rentré dans une colère. Je suis monté au 40e étage direct. Je suis devenu, mais alors, d'une colère noire, ou rouge, comme vous voulez. Je suis parti comme un dingue. Il y avait un commissariat à côté. J'ai carrément fait venir un policier dans le garage pour obliger le gars à me rendre la voiture. Mais j'étais dans une colère de dingue. Le policier, il ne savait plus où il habitait. Mais il est venu quand même. Mais j'étais dans une colère, une furie totale, quoi.
Ça, c'est la colère exprimée. Je ne peux pas trouver meilleur exemple, j'en ai eu d'autres dans ma vie, mais celle-là, elle est gratinée. J'espère qu'elle vous amusera. La colère exprimée. Par contre, le 9 et le 1, le moteur, c'est la colère, mais eux, c'est une colère intérieure. Donc, ils bouillonnent comme la marmite avec le couvercle sur le dessus, et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alors, par moments, ça pète, parce que si vous mettez de l'eau avec un couvercle, à un moment donné, il se passe quelque chose sur le gaz ou sur la vitrocéramique. C'est un peu inévitable. Mais colère exprimée pour le 8, colère intérieure pour le 1 et pour le 9. Ça change beaucoup de choses. Le perfectionniste, donc le 1, eh bien, par moment, il bouillonne, il n'en peut plus, et donc on le voit parce que son visage, il se décompose à chaque seconde, il est comme ça, il est crispé, on le lit sur la personne. Si vous avez ce type de comportement, et que vous aimez le travail bien fait, même au-delà du bien fait, il y a des chances, probabilités en tout cas, que vous soyez avec ce profil perfectionniste. Voilà pour cette triade 1, 9, 8. Motion dominante, la colère. Pour le 2, 3, 4, l'altruiste, le battant et le romantique, l'émotion dominante, c'est la tristesse. Donc, on retrouve dans ces trois profils, dans cette triade de trois profils, une émotion dominante qui est la tristesse. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes triste tout le temps, mais la tristesse a été un marqueur de votre vie. Parce que, en fait, ce que j'ai peut-être pas encore dit, c'est que l'énéagramme se construit, en gros, dès la petite enfance. Le 8, pour revenir à mon profil, sans être narcissique, le 8, il est lié à la blessure d'injustice. Donc, la colère va souvent avec la blessure d'injustice. Vous voyez ? La tristesse, elle est liée, par exemple pour l'altruiste, à ce que la personne, le petit garçon ou la petite fille, a perçu comme un manque d'amour. Et donc, c'est une personne qui a besoin d'en rajouter, d'en surajouter pour qu'on s'intéresse à elle. Alors, elle en fait des tonnes, des tonnes et des tonnes pour qu'on s'intéresse à elle. Et donc, c'est quelqu'un qui, quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui donne de soi. Mais parce qu'en fait, au fond, c'est une personne qui a manqué d'amour. Donc, un fond de tristesse. Et le fond de tristesse, là où il est souvent plus marqué, c'est pour le profil 4, qui est celui du romantique, puisque le 4, lui, c'est, si vous voyez le grand 8 dans les grandes fois, ben c'est exactement ça. Dans la même journée, il va être up, euphorique, et le soir même, il est ratatiné, il est à plat complet. Il y a des personnes qui vivent ça. C'est vraiment ce qui se passe. Pour certaines personnes, c'est dans la même journée, ils ont des états de... Le grand 8, comme je disais. Émotion dominante, la tristesse. Et je vais terminer par la troisième triade. Donc, si vous avez suivi le 5, 6, 7. Donc, le 5, 6, 7, l'observateur pour le 5, le 6, le loyaliste et le 7, l'épicurien. Ces trois profils-là, eux, leur émotion dominante, c'est la peur. Alors, évidemment, elle ne prend pas la même coloration, la même couleur d'une personne à l'autre. Mais il y a un fond de peur. Alors, je vais commencer par le 6. Le 6, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui va aller dans une grande pièce immense et elle va repérer où est l'issue de secours. Parce qu'elle veut être sûre de pouvoir partir s'il y a le feu. Ça paraît complètement dingue ce que je vous raconte, mais c'est la vérité. Ce sont des personnes qui ont le doute comme moteur, ou dit autrement, positivement, la vigilance, qui peut être hypervigilance, doute positif, doute négatif, suivant leur niveau de stress. Je n'ai pas encore abordé le sujet du stress, mais bien évidemment, ils traversent ces 9 profils, bien évidemment, également. Donc, le 6, il cherche l'issue de secours quand il est dans une grande pièce. Et son moteur, c'est la peur qui se transforme en doute, vigilance. Voilà. Le 7, l'épicurien, je ferai le 5 après, le 7, l'épicurien, la peur qui l'anime, c'est la peur d'être comme ça, saucissonné, enfermé, cloîtré. Il ne supporte pas d'être coincé quelque part. L'enfermement, psychologique, physique, mais l'enfermement, la notion d'enfermement. Et du coup, il a peur de souffrir. Donc l'enfermement et la souffrance, alors si on l'enferme, il souffre, mais les deux en même temps, c'est la cata. Le 5, c'est également la peur qui l'anime. Parce que, dans la petite enfance, il a peut-être vécu ce qu'on appelle de l'intrusion
dans son espace, il a vécu de l'intrusion. Par exemple, ses parents, ils rentraient dans sa chambre sans frapper, et puis voilà, il ne se sentait pas respecté. En tout cas, il vivait de l'intrusion. Du coup, cette personne-là a développé une forme de peur qui se traduit par le besoin de retrait. Donc à certains moments, si vous êtes comme ça, à certains moments, vous avez besoin de vous extraire, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, j'ai pas dit ça. Mais vous avez besoin par moment de ce que j'appelle retrait. Retrait, ça veut dire je me mets un peu en arrière. Donc, par exemple, à un repas de famille, ça fait 3 heures qu'on est à table, je commence à en avoir un peu marre, j'ai le profil 5, et bien à un moment donné, je commence à étouffer, je sors et je m'en vais me reposer un peu de temps dans mon espace. Un bureau, une chambre, etc. Ça, c'est le profil 5. Et depuis le temps que j'utilise l'énéagramme, ça se vérifie tout le temps. Avec des nuances, comme je disais, les personnes, on n'est pas des robots, on n'est pas des clones. Hein, heureusement qu'on est des gens différents. Mais l'énéagramme, il a cette puissance qu'il croise des données et ça se vérifie, ça match. Un épicurien, il a toujours peur de l'enfermement. J'en ai jamais vu de rester coincé sur un projet pendant 40 ans. J'ai jamais vu un épicurien qui se régalait de rester enfermé sur un bureau toute la journée. Par contre, le 5, c'est quelqu'un qui peut faire professeur d'université, passer sa journée à faire des recherches. Parce que le retrait, c'est pas forcément un problème pour lui, pour elle. Vous voyez? Alors vous voyez déjà, je vous partage mon enthousiasme. Vous voyez la richesse de cet outil. La richesse de cet outil, elle est, j'allais dire, inépuisable. Aujourd'hui, c'est l'outil essentiel que j'utilise en coaching parce que ça oriente. Si quelqu'un est mental, eh bien je sais comment cette personne fonctionne. Donc c'est bien si elle le conscientise et qu'elle l'accepte. Parce que si j'ai le profil mental, le cœur du réacteur mental, pardon, eh bien j'ai intérêt à accepter ça. Parce que, en tout cas, du point de vue de l'énéagramme, la lecture de l'énéagramme vous dit que, eh bien oui, c'est votre cœur de réacteur. Donc, ben, je le prends. Je ne vais pas dire, oh non, j'en veux pas. Après, effectivement, on peut agir. Quand on sait que la dominante, c'est le mental, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer d'aller chercher l'instinctif, puisque vous verrez qu'il y a des interactions, comme je le disais. Bon, on va aller chercher l'énergie instinctive, l'énergie que peut avoir les profils du 2, 3, 4. Vous voyez? On va aller chercher les autres énergies, puisqu'on sait qu'on lit dans le profil mental. Donc, un processus de progression pour quelqu'un qui est hyper mental, c'est justement de descendre dans le corps, de faire travailler ses émotions. Alors je me rappelle d'une cliente comme ça qui était profil 5 et qui effectivement, juste à côté du 4, et le 4 ben, c'est le profil qui est bien costaud au niveau émotionnel, et donc effectivement, si la personne elle a une, on appelle ça une aile ou un contact, c'est le terme technique, mais bon, c'est juste à côté du 5, le 4 sur le cercle, et ben, quelqu'un qui a le 5, donc profil avec un cœur de réacteur mental, mais également juste à côté le 4, donc c'est des personnes qui peuvent descendre dans l'émotion, et comme ils sont dans le mental, ils paniquent total, quoi. Et j'avais une cliente qui vivait ça, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'émotion? Je contrôle plus, parce que le mental, ça va souvent avec le contrôle, l'hyper-contrôle. Cette espèce de, comment dire, de surabondance de pensée dans la tête, quoi. Donc ça, effectivement, voilà. Donc, quand on est dans la triade du mental, on a intérêt à aller chercher les énergies de l'instinctif, comme mon profil, ou l'énergie émotionnelle du 2, 3, 4. Vous voyez? Et donc, en démarrage de coaching, pour moi, c'est vraiment un outil puissant, puisque ça me permet d'avoir déjà des cartes sur la table de compréhension des personnes. Et après, ça peut aider pour la suite du coaching. Donc, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est un outil que je mets au début. Et après, on peut faire des allers-retours avec l'énéagramme, mais ça se vérifie que ça aide vraiment pour la suite du coaching. Parce que finalement, si on n'a pas appris à se connaître avec des outils, on peut arriver à l'âge adulte et pas se connaître forcément bien. Si vous êtes par exemple très sensible et que vous avez le profil 4, no problème, parce que vous avez le profil 4, il est tout à fait logique que vous ayez une forme d'hypersensibilité. Eh bien, pas de problème. Puisqu'à côté, il y a le 5, et à côté, il y a le 3, des énergies que vous pouvez aller chercher. Le 3, c'est l'énergie de l'action, puisqu'on l'appelle le battant. Le 5, l'énergie du retrait, donc c'est l'énergie
de la pensée, hein, du mental, et je peux effectivement prendre le temps de m'isoler, etc. Donc, quand je suis dans un profil, je ne suis pas figé dans ce profil. C'est pour ça que cet outil m'intéresse énormément. Il est vraiment très subtil, très pertinent, très puissant. Et vraiment, les personnes qui le connaissent et qui l'utilisent, c'est vraiment une aide. Il y a même un livre, je ne sais plus le titre, qui a été écrit pour les parents, pour qu'ils puissent utiliser l'énéagramme avec leurs enfants. Parce qu'effectivement, si votre enfant il a le profil 5, et si vous en avez deux, allez, on va supposer que vous avez deux enfants. Vous avez un profil 5, donc retrait, et un profil bien émotionnel, par exemple, le 3. Ah ben, je peux vous garantir que les deux, ils sont pas dans la même phase, hein, c'est évident. Hein. Donc il y en a un qui à un moment donné va lui dire tu veux jouer avec moi, tu vas dire là c'est bon, j'ai autre chose à faire. Ils matchent pas. Alors si j'ai pas la lecture de l'énéagramme, oh là là, ils sont jamais d'accord. Mais ils peuvent pas être d'accord parce qu'il y en a un qui est émotionnel et l'autre il est mental. Donc ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. C'est impossible. Mais si eux, ces enfants connaissent leur profil, ça les aide parce que du coup, mutuellement, ils peuvent comprendre leur fonctionnement. Donc ça aide les parents, mais ça aide aussi les enfants. Alors là, je ne fais pas un cours de parentalité, c'est pas l'objet. Mais je vous montre à quel point cet outil, il est génial, quoi. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire. Là, je baisse un peu le ton, parce que je vois que... Voilà. Mais, et oui, je suis vraiment sous le coup de... Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur l'énéagramme. Franchement, si vous regardez sur la FNAC ou d'autres sites comme ça, vous allez voir, vraiment, il y a beaucoup de livres. Après, je vous disais, il y a plusieurs écoles. Personnellement, l'école qui me fait vibrer le plus, c'est celle, bon, on l'appelle Hélène Palmer. C'est vraiment une pointure dans le domaine de l'énéagramme qui a fait, entre guillemets, des émules en Europe. Euh, et ça, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Et moi, c'est cette école-là qui m'attire le plus. Alors, dans les années 2010, 2014, dans ces eaux-là, vous voyez, je m'étais formé, j'étais encore sur Paris, en Normandie, je m'étais formé dans une école d'énéagramme, et à l'époque, euh, on m'avait dit que j'étais un. Bon, ok. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas le profil 1, puisque le 8, c'est le seul qui a la colère exprimée. Je ne pouvais pas être 1, puisque c'est une colère intérieure. Moi, c'est une colère, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'anecdote. Moi, j'ai une colère, poum, ça pète, volcanique. Donc, je ne pouvais pas être 1. Mais le 8, c'est le protecteur. Il a un profil, le protecteur, donc, il aime aussi le perfectionnisme, des choses bien faites. Puisque s'il protège, il va protéger sa famille, ses collègues, c'est quelqu'un qui a le souci des choses bien faites aussi. Donc on peut s'illusionner. Et puis ce qui m'avait déplu, c'est que quand on arrivait pour les stages, euh, moi je suis un, alors les gens, enfin, on faisait un tour de table, les gens disaient moi je suis un, l'autre disait moi je suis deux, moi je suis quatre. Ça, à la fin, ça finissait par m'énerver parce que euh, je vous disais que justement, de mon point de vue, ce qui est intéressant à l'énagramme, c'est pas de dire je suis 4 ou je suis 8. Moi, je vous ai dit bien sûr mon profil dominant, mais moi, je ne me réduis pas à ce profil-là. Je suis à côté du 9, à côté du 7. Le 7, c'est l'épicurien, le 9, c'est le médiateur. J'ai des interactions, etc. Donc, voilà. Donc, j'avais trouvé, en tout cas, ma perception à ce moment-là n'avait pas été idéale. Et en plus, c'était pas mon profil. Donc, il faut, si vous lisez des livres d'ailleurs, vous verrez qu'ils le disent. Ne vous emballez pas en disant ça y est, je suis là, et puis une fois que. Non, ne vous emballez pas, même si vous savez que vous êtes 8, 7, 6, c'est intéressant de voir justement la richesse des énergies que vous pouvez aller chercher un peu partout sur ce cercle et dans ces directions et les contacts les uns à côté. Alors, vous voyez bien que si vous n'avez pas encore testé l'énéagramme, libre à vous, ce n'est pas une obligation de passer par cette case d'énéagramme. Mais je peux vous assurer que quand vous avez fait l'énéagramme, mais il faut bouiller un peu la chemise parce que pour arriver à le connaître, moi je commence à le connaître bien, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire, bien sûr. Mais c'est vraiment un outil qui vraiment aide à comprendre soi-même, les autres, son fonctionnement, comment on peut progresser. Parce qu'effectivement, moi je parlais de ma colère. Et aujourd'hui, la colère, il n'y a pas longtemps, je me suis pris un carton sur la route, il y a quelqu'un qui m'a foncé dessus, qui m'a carrément abîmé tout le côté droit de la voiture. J'en ai pour 2000 € de réparation, heureusement qu'il y a l'assurance.
la voiture, elle m'a dit non, j'arrivais pas vite. C'est pas vrai, parce que moi j'étais à l'arrêt. Et donc, quand il y a eu le constat, j'étais un peu grognon, mais je me suis pas mis en colère, comme avec le garagiste il y a un bail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme je connais mon moteur, ben, j'ai appris un peu à maîtriser les choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on se connaît, quand on connaît un peu sa configuration, eh bien on sait vers quoi on peut aller. Le 2, l'altruiste, hein, il faut qu'il donne toujours pour être aimé. Ben, à un moment donné, son chemin d'évolution, ça va être de dire, ok, je peux continuer de donner, mais je vais d'abord me donner à moi. Et c'est pas de l'égoïsme, du narcissisme, tout ce qu'on veut, je vais commencer à me donner à moi, parce qu'il n'y a pas que les autres. Il faut aussi que je m'intéresse à moi. Je ne peux pas toujours attendre des autres qui m'aiment. Je vais commencer à m'aimer moi-même. Parce que sinon, au départ, euh, il attend des autres d'être aimé, sinon il n'est pas bien. Ah oui, mais là, vous allez attendre des fois longtemps, hein, parce que il ne faut pas donner à l'autre un pouvoir sur soi-même. C'est toujours un peu dangereux. On doit d'abord s'aimer soi-même. Alors, ça demande du temps, hein, des fois il faut une vie, et c'est pas forcément mauvais, mais il faut s'aimer soi-même, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut aimer les autres, les comprendre. Mais si j'attends que les autres ils m'aiment pour être bien, ben, des fois je vais souffrir. Hein. Et ça, c'est le 2, l'altruiste. Quand il est pas bien. Par contre, dans son chemin d'évolution, s'il prend contact avec ses besoins, par exemple, moi je suggère à quelqu'un qui a le profil 2 d'aller s'intéresser à la CNV, de faire des stages de communication non violente, parce qu'on vous parle des besoins. Le besoin cœur, je me rappelle d'une formatrice qui nous avait dessiné comme ça un cœur en disant quel est votre besoin cœur. Alors, à un moment donné, il faut commencer par s'occuper de soi, pour être bien. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Ça, c'est pas une porte ouverte que j'enfonce, c'est une vérité. Il faut se déculpabiliser de s'intéresser à soi, mais pas de manière narcissique, on est bien d'accord, ni égotiste. On n'est pas dans cette figure-là. S'aimer soi-même, ça veut dire justement accepter qui on est. Moi, j'ai accepté ma colère, mais du coup, j'en ai moins. J'ai accepté mes vulnérabilités, pardon, parce que nous sommes tous vulnérables. Celui qui vous dit que vous êtes invulnérable, c'est faux. C'est pas vrai, on n'est pas invulnérable. On a des cycles de vie. Hein, si vous travaillez avec moi, j'utilise aussi Frédéric Hudson, les cycles de vie de Frédéric Hudson, et on a des cycles. On n'est pas toujours au top. Il peut arriver qu'à certains moments, on descende un peu, on n'est plus en haut de la vague, mais on est un peu dans le creux. Et alors, c'est pas un problème. À partir du moment où on est dans une logique il suffit d'observer la nature. Dans la nature, les paysages y changent. Mais nous, on change aussi. Donc, il ne faut surtout pas être enfermé dans quelque chose. Et encore moins dans un profil et dans des comportements. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que là, je ne fais pas de la pub pour le coaching, plus pour les diagrammes. Mais une démarche de développement personnel, elle commence par ça. C'est-à-dire, j'apprends à m'aimer, mais j'apprends aussi à aimer mes failles, mes vulnérabilités, mes expériences qui n'ont pas été au top. Ok, c'est comme ça. Là, dans l'autre série que je suis en train de faire, que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, la série 1, hein, je teste ma flexibilité, je teste mon alignement. Bon, c'est les deux premières. Ben, si je parle d'une échelle de 0 à 10, si je suis à 2, je dis, ok, je suis à 2, mais je ne me dis pas, oh là là, j'ai 2, je suis nul, je suis nul. Non, j'ai 8, ok, mais je peux progresser. Je suis à 2, ok, je peux progresser. Vous voyez, c'est cette souplesse-là qu'il faut avoir, la flexibilité. Et s'aimer soi-même, ça veut dire j'aime mes faiblesses, mes vulnérabilités, mes failles. Je prends tout. Hein, je prends tout. Je prends pas. Parce que sinon, j'ai cette espèce d'illusion d'une force suprême. Alors peut-être que dans les films, il y a des. Voilà, mais même un héros. Même un héros peut avoir des moments difficiles. Superman. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est super important. Moi, j'insiste beaucoup sur ça dans mes coachings, sur le fait que nous devons accepter nos failles, nos vulnérabilités, bien sûr nos forces. Et justement, plus on accepte nos forces, nos vulnérabilités, plus on renforce nos forces. Ça paraît peut-être contradictoire, mais c'est la réalité. Parce que comme ça, on prend tout. Je prends tout en magasin. Je ne fais pas de tri. Et ça, c'est bon. Alors j'essaye de penser en même temps que je vous parle, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur l'énéagramme? Je ne pense pas, je pense avoir dit l'essentiel. Alors, commencez à voir un petit peu, déjà mon site, hein, je parle de l'énéagramme, intéressez-vous à cet outil,
regardez comment il est construit. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, ben, vous avez, comme je disais, des articles que j'ai écrits sur mon blog. Et si vous décidiez d'aller vers le coaching, sachez qu'en tout cas avec moi, on passera par la case Enneagramme. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle était peut-être un peu longue, enfin j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner d'autres personnes, parce que plus de personnes connaîtront l'Enneagramme, et mieux ça sera pour tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Alors les prochaines de cette série 2, ça sera de la présentation de chaque profil, du 1 au 9. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Ciao!